Je vous propose qu'on redémarre. L'idée, c'est de pouvoir avoir 3 interventions, parce que depuis ce matin, on parle de médiation numérique, mais autant laisser la parole à des médiateurs et des médiatrices numériques. Et donc, je vous propose de pouvoir avoir trois petits témoignages de 10 minutes. On va avoir d'abord Pierrot, alors je vais t'appeler Pierrot, je t'appelle Pierrot. Pierrot Souville. Et ensuite, on aura Sylvain et on aura Armel, qui sont, alors Pierrot est en Ille-et-Vilaine, Sylvain dans les Côtes-d'Armor et Armel intervient du côté de Purwell Communauté dans le Morbihan. Voilà, donc je te laisse la parole, Pierrot. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Alors, j'ai préparé un petit support, parce que c'est surtout pour me rassurer. Mais je ne vais pas vous parler spécifiquement de e-administration, mais plutôt vous parler de médiation numérique, en tout cas de la manière dont je la vis, moi, dans ma réalité professionnelle. Donc, je suis médiateur numérique à la Maison de Quartier La Touche, qui est une association à Rennes, activité que j'exerce depuis 2005. Et je suis aussi également enseignant à l'Université Rennes 2, sur la filière usétique qui forme des futurs professionnels de la médiation numérique. Donc, selon moi, il faut voir la médiation numérique comme une activité qui met en lien des besoins sociaux et une société numérique. Et j'ai l'habitude de la présenter en 3 volets: développer les compétences numériques, transmettre une culture numérique et faire du lien. Donc, je vais détailler ça en quelques mots. Développer les compétences numériques, on parle là des compétences opérationnelles, c'est-à-dire se familiariser avec l'environnement numérique et apprendre à l'utiliser. Donc il s'agit de permettre au public d'avancer dans leur parcours d'appropriation. Alors j'utilise cette expression parcours d'appropriation pour bien distinguer que en fait il y a plusieurs phases, d'où l'idée de parcours. Et on s'approprie les technologies numériques, c'est-à-dire qu'on développe des usages qui nous sont propres, qui ne vont pas être les mêmes selon pour tout le monde, quoi. Alors l'approche de la médiation numérique, c'est d'accompagner les publics et non pas de faire à leur place. Donc ça, François en a dit quelques mots tout à l'heure, mais ça demande de la pédagogie, de la psychologie, des compétences sociales bien plus que des compétences techniques. Donc voilà, il est important de respecter les parcours d'appropriation qui sont différents pour chaque personne et de ne pas brûler les étapes. Donc quand on s'intéresse aux démarches administratives, il faut savoir qu'une personne va être en capacité de réaliser ces démarches, elle-même ou alors accompagnée d'un médiateur ou d'une médiatrice numérique. La personne va être capable seulement si elle a déjà avancé dans son parcours d'appropriation des technologies numériques. Quand on accueille quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail, qui n'a jamais utilisé un ordinateur, bon, là on est obligé de réaliser les démarches à sa place, on n'est plus dans la médiation numérique. Donc, voilà, juste ça pour recadrer. Les projets d'inclusion numérique qui fonctionnent bien reposent selon moi sur ce que j'appelle des leviers. En fait, si on souhaite embarquer des personnes dans un parcours d'appropriation, il faut partir d'une thématique qui favorise leur motivation. Alors ça peut être une activité culturelle, artistique, créative, ou une activité de communication. Et ces activités, elles ont une vocation d'émancipation. Elles permettent le développement de nombreuses compétences numériques qui seront après transférables dans différentes activités, comme par exemple réaliser une démarche administrative en ligne. Donc si je le dis autrement, on n'émancipe pas une personne en lui permettant de faire par exemple sa déclaration d'impôt, mais c'est par des pratiques émancipatrices qu'on lui permet de développer des compétences pour être capable de faire ses démarches administratives. Donc voilà, si je développe ce premier point, c'est bien pour considérer la médiation numérique comme un moyen de développer les compétences numériques des publics pour qu'ils puissent, entre autres, accéder à leurs droits sociaux. Mais il faut absolument prendre en compte les contextes dans lesquels les personnes développent ces compétences. Et voilà, on a besoin d'un soutien, on a besoin de soutenir et de financer les actions de médiation numérique en général pour arriver à ces fins-là. La médiation numérique permet aussi de transmettre une culture numérique. Alors c'est un point important, ce qu'on appelle culture numérique, ça regroupe les connaissances du fonctionnement des environnements numériques, de son histoire, des enjeux portés par le développement du numérique dans nos usages quotidiens, pour nous et pour la société en général.
Développer une culture numérique, ça permet de faire des choix éclairés, ça permet d'exercer sa citoyenneté dans une société numérique. Ça permet aussi de reprendre la main, d'agir plutôt que simplement subir les injonctions aux usages numériques. Donc dans nos activités, ça passe par des informations collectives, des discussions, des débats sur des sujets multiples. Écologie numérique, parentalité, pratique numérique des ados, c'est des choses qui reviennent beaucoup en ce moment, intelligence artificielle, démocratie participative en ligne, régulation des réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, plein de sujets qui soulèvent de nombreux débats. Mais parfois, en fait, c'est en développant cette culture numérique chez des personnes qu'en fait on arrive à dépasser des blocages multiples, enfin, qui peuvent être multiples, et c'est après qu'on peut s'engager et qu'on peut commencer à développer des compétences opérationnelles. Donc voilà, les deux sont vraiment liés. Les compétences opérationnelles, mon volet 1, hein, elles ne se suffisent pas elles-mêmes, il faut aussi développer la culture numérique pour que chacun puisse construire ses clés de compréhension, développer ses propres usages en accord avec ses envies et ses valeurs. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, faire du lien. En fait, si je reprends ma définition très large de la médiation numérique comme une activité qui met en lien des besoins sociaux et une société numérique, en fait, il y a parfois des sujets qui sont traités que sur Internet et qui pourtant s'adressent à des personnes qui en sont éloignées. Je prends souvent comme exemple un atelier mené par Loïc Gervais, qui est médiateur numérique en Haute-Savoie. En 2019, ce département a lancé une enquête en ligne au sujet du revenu universel d'activité. Donc Loïc, lui, s'est dit que les personnes bénéficiaires des minima sociaux ne sont pas forcément les personnes les plus susceptibles de répondre à ces enquêtes en ligne. Alors il a mis en place des réunions physiques, d'information et de débat, et plus tard il a synthétisé ces échanges pour répondre au questionnaire, en précisant que c'était une réponse collective, enfin en précisant sa démarche. À aucun moment il a amené les publics à utiliser les technologies numériques, à utiliser Internet. Il a pourtant fait le lien entre un dispositif numérique et les personnes concernées par ce dispositif. Et pour moi, cet exemple est très parlant. La médiation numérique met l'humain au centre du processus. Et c'est aussi ça notre métier, finalement. Les technologies numériques sont aujourd'hui largement présentes dans les activités quotidiennes d'une majorité de personnes. Et finalement, la question, c'est comment inclure dans cette société numérique des personnes qui sont éloignées des technologies. Et c'est pas forcément qu'en ayant le focus sur il faut les former, enfin voilà, il y a plein d'autres dimensions. Donc les éléments que je vous raconte là, ça vise à bien comprendre qu'il ne faut pas voir la médiation numérique juste comme un moyen de développer des compétences. On n'est pas des profs d'informatique. Pour ma part, j'ai l'habitude de me présenter comme animateur de quartier ou comme agent de lien social, parce que le terme médiateur numérique, il embarque des représentations qui évoquent l'informatique, la technique, alors que mon métier, c'est un métier du social, de la culture, de l'éducation. Mais voilà, c'est un métier qui finalement manque de reconnaissance et qui a de grandes difficultés à se structurer. C'est en partie parce que les enjeux auxquels on est soumis sont multiples et évoluent très rapidement. Donc nos activités ont une utilité sociale qui a besoin d'être reconnue et valorisée par des dispositifs qui prennent en compte la diversité des approches. Diversité parce que, quelle que soit l'entrée, par les loisirs, les arts, la culture, l'information, l'éducation, tout est prétexte à développer un parcours d'appropriation des technologies numériques, parcours nécessaire pour être capable de multiples choses, parmi lesquelles faire ces démarches administratives qui sont maintenant numériques. Donc voilà, mon intention était d'aborder les discussions de ce jour en entrant par le sujet de la médiation numérique dans son ensemble, pour nous permettre de réfléchir à la façon dont les démarches administratives devraient s'y intégrer. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on enchaîne? On enchaîne. On enchaîne et aussi à la fin, si jamais vous avez des questions, et Pierrot est là toute la journée, hein, donc vous pouvez aussi aller questionner en individuel. Sylvain, je te laisse. Tu n'as pas besoin de diaporama? Non, c'est bon. J'ai pas travaillé aussi bien que Pierrot.
Bonjour, moi je m'appelle Sylvain Legal, je suis coordinateur de la médiation numérique pour l'F Armor Communauté. C'est une EPCI qui se situe, c'est une petite EPCI qui se situe entre Saint-Brieuc et Guingamp. C'est une des plus petites du département des Côtes d'Armor. Et moi je suis médiateur numérique depuis 2004. Donc je suis arrivé, comme beaucoup de mes collègues à l'époque, sur un dispositif lancé par la région Bretagne qui s'appelait Cybercommune. Et je suis arrivé en tant qu'emploi jeune. Donc l'EPN en question a été créé en 2000. Donc l'EPN, pardon, l'espace public numérique, a été créé en 2000 dans le but de réduire la fracture numérique, donc de permettre aux gens d'utiliser et d'apprendre à utiliser à l'époque les ordinateurs. Donc on faisait beaucoup d'activités autour de l'initiation, des cycles pour permettre aux gens de maîtriser cet outil. Bien sûr, permettre aux gens de l'utiliser, donc de l'accès libre, et puis des ateliers autour de la création de sites internet, de la retouche photo, et des activités avec les jeunes autour des jeux vidéo. Donc c'est une période qui s'étend de mon arrivée, enfin même avant mon arrivée, jusqu'à quasiment la fin des années 2000. Et au niveau des démarches à cette époque, on n'en fait pas beaucoup. On a surtout des demandes en fait autour de l'achat en ligne et de la mise en ligne d'annonces, de petites annonces. Mais on n'a pas encore, de mon côté de demandes autres sur la réalisation de démarches en ligne. Début des années 2010, chez nous à Châtellerault, on a constaté une baisse de la fréquentation, notamment de l'accès libre. Les gens commençaient à s'équiper d'ADSL chez eux, même en zone rurale, et surtout aussi de l'activité d'initiation, avec un passage, même parfois, sur de l'accueil individuel, là où on était sur des groupes avant. Et dans la même période, le bâtiment dans lequel se trouve l'espace public numérique, qui est une ancienne friche industrielle, a été réhabilité en un pôle culturel que je vous invite à découvrir, qui s'appelle le Petit Écho de la Mode, qui est magnifique et qui propose plein d'activités culturelles. Et du coup, ce qui m'a permis de quitter un peu les murs, et ce qu'on disait tout à l'heure, les médiateurs numériques, s'ils font pas de lien avec vous, c'est parce que souvent ils sont la tête dans le guidon et qui sont sur de l'aide tout le temps et qui n'ont pas le temps en fait de forcément de sortir. Voilà, ça m'a permis de sortir moi et de découvrir de nouvelles pratiques qu'on a souhaité donc intégrer au sein d'un nouveau service aussi, puisque j'ai intégré un service culturel. Et donc on a redynamisé en fait le lieu avec des nouvelles propositions en allant surtout chercher du côté de la jeunesse autour de la fabrication numérique, autour de la programmation, autour d'événementiel aussi, création d'événements dans le cadre notamment de la fête de la science. Et ce qui a redynamisé aussi un peu les usagers seniors sont revenus en fait, du fait de conduire leurs enfants, leurs petits-enfants sur les activités jeunes. Et donc on a eu un regain d'activité aussi là-dessus. On a constaté aussi à ce moment-là, donc là on se situe dans les années, à partir des années 2015, que les gens ne venaient plus comme dans les années 2000 pour découvrir un outil et apprendre à s'en servir, mais parce qu'on commençait à avoir beaucoup de gens qui me disaient maintenant on est obligé de s'en servir. Donc on a, ce qu'on disait tout à l'heure, un basculement en fait du public qui venait avant de lui-même pour découvrir quelque chose à un public qui se sent obligé de venir parce que pour pas être en retrait, pour pas rater le bon wagon. Donc là on a aussi les premières demandes d'accompagnement sur des démarches en ligne, principalement à NTS dans un premier temps. Et donc on crée en fait à ce moment-là un créneau pour ces accompagnements qui comment dire est de mon point de vue, parce qu'à l'époque je suis seul sur la structure au sein d'un service culturel, mais seul à agir sur la médiation numérique,
qui n'est pas efficace parce que une démarche administrative, surtout sur le site de la NTS, peut demander du temps. Là où un atelier collectif, on va pouvoir accueillir plus de personnes dans le même laps de temps. Donc voilà, on a cette réflexion-là. Et dans un schéma plus global, puisque donc depuis la réhabilitation du bâtiment, j'ai essayé de m'inscrire dans des réseaux de médiation numérique à la rencontre d'eux. Là, on remarque aussi une disparition progressive des structures cybercommunes, où les animateurs souvent ont plusieurs casquettes, notamment celle de technicien informatique, pour maintenir le parc informatique de l'EPCI ou programmateur du site internet de la commune. Et donc on voit les structures voisines disparaître progressivement, là où nous on constate justement le contraire, où on constate un accroissement des besoins en fait, du public qui vient nous voir de plus en plus nombreux. Donc voilà. Et à partir de 2020, dernier changement, on a du fait de notre première tentative dans les démarches administratives, on a décidé de s'orienter naturellement vers un espace France-Service, la création d'un espace France-Service qu'on choisit itinérant pour essayer de répondre à un besoin de mobilité dans un territoire rural qui est faiblement desservi par les transports en commun. Et donc du coup, là on va créer une entité avec deux têtes, une entité médiation numérique avec un conseiller numérique et une entité France Service avec deux agents France Service qui vont sillonner un peu la commune. Et là, assez naturellement, le passage se fait assez bien, avec néanmoins en effet des gens qui vont utiliser France Service et pas forcément revenir se former, mais on a des passages, alors plus fréquents dans un cas que dans l'autre, mais néanmoins ça marche bien. On recrute du coup aussi une deuxième conseillère numérique l'année dernière pour essayer de mailler encore plus le territoire. Et donc voilà, on change régulièrement en fait notre programmation, on conserve les cycles d'apprentissage, mais au niveau des ateliers, on va sur de plus en plus de variétés en fonction de ce que nous demandent les gens. Les conseillères numériques ont créé il y a 1 an et demi là, des parcours démarches administratifs. C'est quelque chose qui est assez dur à faire en fait en atelier collectif, puisqu'on n'a pas, on ne peut pas leur montrer, puisqu'on ne peut pas leur donner nos accès qui sont nos accès personnels au site, donc on est obligé de se débrouiller autrement. Mais c'est une demande et ça fonctionne tant bien que mal. L'idéal ce serait bien évidemment d'avoir des outils nous permettant de leur faire tester sur des sites tests. Voilà, des événements, des collaborations aussi de plus en plus nombreuses avec les missions locales, avec Pôle emploi, pour l'instant sur des petits événements ou des choses très ponctuelles, mais des choses qui fonctionnent. Donc le lien entre l'administration et les conseillers numériques, pour moi, il est intéressant de se faire sur ce plan-là en fait. Sur le plan où on est en capacité, alors sur France Service, je n'en parle pas parce qu'il est évident, mais sur les conseillers numériques, on est en capacité, de faire monter en fait en compétences vos usagers, vos utilisateurs sur l'utilisation numérique, et comme disait Pierrot aussi, de faire un lien aussi, et qu'il y ait un humain en fait, pas qu'une machine derrière ça. Là où nous ce qu'on constate, c'est un constat sur notre territoire, là où les gens vont utiliser France Service plutôt pour une démarche, la réalisation d'une démarche entre guillemets consommateur. Donc c'est intéressant de garder les deux dispositifs. Donc voilà. Les enjeux pour demain, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est essayer de conserver ces dispositifs. C'est un peu difficile parce que nos élus s'interrogent sur la poursuite des financements de l'État. Ce que j'ai pas dit, c'est que en effet une grande partie de nos recettes viennent de l'État et des postes de conseil numérique qui sont financés, des postes de France Service qui sont financés. Et donc nos élus se demandent en fait qu'est-ce qui va se passer quand ça tendra à disparaître. Donc voilà, on a pour ça besoin
d'avoir des réponses sur les besoins de nos usagers, et d'avoir aussi la possibilité de mettre éventuellement en place des partenariats avec certaines administrations. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, les conseillers numériques, je reviens à eux. Donc moi j'ai une expérience de presque 20 ans maintenant sur les conseillers numériques et je vois en fait que ce qu'on nous demande évolue sans cesse. Et là ce sera pareil demain. On est une région qui essaye d'installer la fibre partout. On doit imaginer qu'avec un débit plus important, les usages du numérique vont se modifier et on aura des nouvelles choses à faire découvrir, des nouveaux accompagnements à faire. Pareil, tout à l'heure, en introduction, on parlait d'intelligence artificielle. Probablement que c'est quelque chose sur lequel on pourra aussi être amené à intervenir dans les années futures. Donc voilà, la crainte que j'ai actuellement, elle est valable principalement pour moi, mais pour les collègues des autres territoires aussi, c'est de voir disparaître un peu comme on a vu disparaître dans les années 2010 les cybercommunes, de voir disparaître aussi nos conseillers numériques et de devoir dans un certain nombre d'années remettre encore, repartir de zéro pour recréer un environnement. Donc voilà pour ce que j'avais à dire, et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Un petit oubli, parce que du coup, j'ai parlé de diagnostic et de besoin de savoir sur quoi va reposer les besoins de nos usagers. Donc on s'est engagé, je regarde Laura, on s'est engagé dans une démarche de diagnostic Portrait-A. Donc l'idée c'est essayer d'éclairer nos élus pour qu'ils comprennent au mieux quels sont les besoins en fait, de nos usagers et en même temps faire du lien avec toute structure sur le territoire qui pourrait être amenée à accompagner des usagers sur les démarches administratives, sur la montée en compétences ou sur du lien social sur le numérique. Merci. Juste par curiosité, portrait territorialisé de la relation e-administrative, levez la main les gens qui ont déjà entendu parler de ce dispositif, s'il vous plaît. Ah, c'est pas si mal que ça. Ok. Et bien ceux qui n'ont pas entendu parler, vous venez nous voir entre midi et 2h. Je te laisse la parole. Donc, bonjour, je suis Armelle Bureau, animatrice numérique sur le secteur de Pleuarmel Communauté. J'ai été employée sur ce territoire par l'ancienne communauté de communes de Moreau en Brocéliande, donc il y a 9 ans maintenant. Et j'ai pu intégrer au moment de la fusion un nouveau système en fait. Employée pour une cybercommune dans un territoire où la médiation sociale et numérique n'était pas encore vraiment en place. Donc assez rapidement, je me suis confrontée à des grosses interrogations sociales, mais sans interlocuteur. Donc au bout de 2 ans, je rebondis par rapport à ce qui a été dit aussi ce matin, parce que c'est un effet popcorn ces journées-là, donc il faut sélectionner, c'est pas forcément évident. Mais sur la formation et la rencontre et l'identification d'interlocuteurs, en fait j'ai entendu parler d'une formation qui était accompagnement de public en précarité, ce qui est 100%, enfin pas 100% mon cas, mais quand même une grande partie de mon travail sur le secteur de Moreau. Et j'avais pas du tout ni les clés, ni les connaissances, ni dans la fiche de poste, il était aucunement indiqué accompagnement social. Donc j'entends parler de cette formation, je fais des pieds et des mains pour légitimer ma présence sur cette formation. J'arrive à y aller et en fait juste cette formation a été complètement salvatrice, d'une part par la connaissance des structures de l'organisme, des agents et même d'un annuaire de référence en fait, l'annuaire et le répertoire des acteurs sociaux que peut-être tout le monde connaît, mais que moi je ne connaissais pas du tout à l'époque. Cette formation pour moi elle a vraiment permis de faire un vrai travail de réorientation avec tous les collègues sur place dans les locaux et à proximité des locaux, sans quoi en fait on accueillait de la colère en permanence, enfin, l'errance dont les usagers font preuve quand ils arrivent nécessite vraiment un accueil
de cette partie-là, en fait. J'ai travaillé en milieu rural, donc aujourd'hui en milieu rural, lorsqu'on est renvoyé d'une commune qu'on va faire 20 km, parfois on parle de Pontivy, donc on part sur 50 km. Donc voilà, la mobilité sur le territoire, c'est aussi une question. J'essaye de fermer la parenthèse. Fusion des territoires, donc en fait je parlais de temps plein. Avant la fusion des territoires, même en 2014, nous étions 7 temps plein sur ces 4 anciennes communautés de communes fusionnées en une communauté de communes. Quelques années plus tard, on arrive à peu près à un temps plein et demi. Donc fermeture de certains espaces et puis en fait isolement, d'où cette recherche aussi en milieu rural, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir des solutions, de l'échange de pratiques. On est sur des gros questionnements en fait seuls si on n'a pas réussi à bien développer le réseau, si on n'a pas aidé sur cette partie-là. Donc merci pour cette journée. 2017, la fusion des territoires, certains animateurs vont partir en jeunesse, d'autres en informatique, d'autres en communication. Moi je reste sur le temps plein. Qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là? Je suis dans une médiathèque, donc avec un certain type de public, une grande liste d'attente pour les cours, un gros succès sur les cours, 30-40 personnes parfois en attente. Et puis il y a une décision qui est faite de changer de local. Donc, je change totalement de public à partir du moment où j'arrive dans un bureau à côté de France Service. Le public change, l'accès change, l'image change, enfin tout change finalement. Avec une baisse globalement de la fréquentation aussi, baisse des demandes d'accompagnement en atelier collectif, avec une volonté d'être accompagné personnellement plus par France Service aussi, parce qu'il y a une identification du conseiller France Service. Donc sur l'accès libre, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un regain qui est encore assez timide, parce qu'on est en zone rurale. Par contre, ce que j'observe, c'est que j'ai une tranche d'âge vraiment 16-50 ans sur l'accès libre. Là où au début, j'avais plutôt demandeurs d'emploi, personnes étrangères et jeunes pour du divertissement plutôt. Donc aujourd'hui, du 16-50 ans, pourquoi aussi? Parce qu'on a, malgré encore toujours des zones blanches et des zones grises, zones blanches et zones grises, comment expliquer que les choses vont s'accélérer? Donc, je parlais de la fibre, mais moi l'inquiétude de ces personnes-là, c'est je suis déjà en retard, j'ai déjà du mal, on a déjà des problèmes de connexion, comment on va faire pour rattraper tout ce retard? Un exemple très concret aussi, moi j'interviens sur des questions de cyberharcèlement et de données personnelles au collège. C'est pas du tout la même chose d'intervenir auprès de 3e à la Trinité-Parouette ou de 3e à Plouermel en fait. Leur vie n'est pas la même, l'équipement n'est pas la même. Un 3e équipé, je me souviens d'une classe où à peu près un tiers de la classe était équipée à la Trinité-Parouette en 3e. Là on était à 90% à Plouermel, donc l'usage n'est pas le même et la vie finalement n'est pas la même. Voilà, donc zone blanche, zone grise, moi j'y tiens encore beaucoup parce que je pense que la fréquentation en accès libre, elle est liée à ça. C'est-à-dire que quand on a une démarche assez compliquée à faire, qu'on a des déconnexions permanentes, et bien avoir un espace qui permet de se poser en fait tranquillement me semble encore indispensable. On me demande d'intervenir sur des questions de santé mentale auprès des jeunes, l'image de soi par exemple, sur le côté instagrammable et puis l'injonction à paraître. On me demande aussi beaucoup d'accompagnement sur l'emploi, le CV. Et puis, quand je parlais des 16-50 ans, mais j'ai aussi une tranche d'âge de 16-25 ans, même si elle est assez faible, qui souffrent de honte, en fait, on n'en a pas forcément parlé, mais on parle des générations qui sont nées avec Internet. Donc, il va de soi que tout le monde sait utiliser Internet. Donc, quand on a 16, 18, 20, même 25 ans, oser dire qu'on a besoin d'aide, en fait, ça demande une vraie démarche. Et souvent, en fait, je peux apercevoir une personne qui va passer une première fois, 6 mois après, je la vois passer une deuxième fois, et avec la troisième fois, en fait, où elle va rentrer, et oser dire, bon, bah voilà, j'ai 18 ans, en fait, non, c'est pas du tout acquis pour moi, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment un cheval de bataille pour la suite, c'est-à-dire peut-être arrêter de parler de génération qui naît avec, en fait, parce que ça crée quelque chose qui je pense, est inconfortable et qui crée des freins supplémentaires. J'ai des retours aussi, donc autant les jeunes je les reçois moins sur les loisirs, sur l'événementiel oui, mais moins sur les loisirs. Par contre je vois les parents qui viennent évidemment poser des questions avec beaucoup d'inquiétudes.
Et puis sur un forum sur la santé mentale qu'on a pu faire en novembre, enfin, c'était pas que la santé mentale, mais moi j'intervenais sur cette partie-là, je fais part de cette interrogation parce que je trouve qu'elle est assez étonnante et que je n'avais pas forcément vu venir, d'une assistante sociale qui est venue me voir en me disant que c'était intéressant de travailler sur cette thématique-là, mais qu'elle voyait arriver des nouveaux parents, donc les parents des années 2000 en fait, dont les jeunes enfants et les enfants sont inquiets de la surconsommation et de l'addiction aux écrans. Donc voilà, on arrive aussi à une nouvelle problématique qu'on n'a pas vu venir forcément, honnêtement moi je ne l'ai pas vu venir, même si ça me paraît logique aujourd'hui. Eh bien comment est-ce qu'on va gérer ça à l'avenir? Et c'est là où je me dis, de toute façon Internet est vivant, moi ça fait 9 ans que je travaille sur ce métier, je vois déjà des évolutions que je n'ai pas vu venir. Le smartphone pour les seniors, honnêtement, mais j'y croyais pas du tout. 2 ans après, je me suis retrouvée à chercher les comptes Google sur le swipe de tous les appareils. Bref, autre nouveauté que j'ai pas vu venir et qui me paraît complètement logique, j'ai de plus en plus de demandes à l'API public handicapé à l'ICEP. Aujourd'hui, on commence à y répondre, mais voilà, il n'y a pas d'orientation claire sur ces demandes-là. Donc, c'est des problématiques d'addiction assez fortes, d'achat compulsif assez fort, mauvaise connaissance des paramétrages, et puis un peu tout ce qui peut être conflit, alors non pas sur du cyberharcèlement, mais de l'interprétation du message numérique. Voilà, je vois que ça vient et que les demandes sont de plus en plus nombreuses. On n'a pas encore répondu, mais voilà, c'est à venir. Je crois que j'ai fait le plus rapidement possible tout ce que je voulais dire. Donc voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions pour eux et pour Armel, du coup, qui vous viennent comme ça? Après, vous pouvez aussi prendre le temps du déjeuner pour aller échanger avec eux. Voilà. Si vous avez des questions, on peut prendre encore 5 minutes de questions. Je vois que le buffet est tout juste dressé. On a 10 minutes de retard. C'est pas. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez faim? Eh bien, je vous propose qu'on aille déjeuner. Oui, Laurence? Moi, j'avais juste une petite remarque par rapport à l'intervention tout à l'heure de François. Tu peux te présenter, Laurence? Alors, pardon, Laurence Soblowski, donc je suis chef de projet numérique à la région Bretagne depuis 2 mois, mais j'étais effectivement auparavant coordinatrice d'un projet de CNFS sur la ville de Rennes et dans les espaces sociaux communs. Et j'avais juste effectivement une remarque à faire sur la difficulté effectivement des démarches administratives au regard effectivement des publics. On a parlé effectivement de beaucoup de choses, mais il y avait un petit parallèle effectivement avec les propos des fois aussi de Pierre Mazet concernant les démarches administratives complexes qui s'adressent effectivement en majorité aux personnes les plus en difficulté. Et je voulais effectivement apporter aussi ce petit éclairage-là, parce que ça me paraissait aussi intéressant d'amener une réflexion aussi globale sur la manière dont on accompagne, mais aussi dont on conçoit effectivement les démarches administratives. Merci Laurence. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on reste là. Mangez bien, parce que cet après-midi, on a besoin de vos cerveaux. Si Jean-Pierre avait une dernière question. Je vais passer pour le bavard de la journée. Juste une remarque. Finalement, nous opérateurs, en tout cas sécurité sociale, on ne vous connaît pas finalement. Vous êtes hors radar. Et lorsqu'on diffuse de l'info ou lorsqu'on fait de l'information, alors j'entends que vous n'êtes pas disponible pour venir aux séances d'information, mais en tout cas sur l'information, vous passez à côté. Donc moi, on se disait ça en aparté, on serait très intéressé pour avoir une forme d'annuaire des médiateurs numériques pour qu'on puisse... C'est bien tout l'essence même de cette journée, c'est comment trouver un terrain d'entente entre le juste équilibre de ne pas inonder des médiateurs numériques qui ne feraient pas de démarches administratives et qui ne souhaitent pas avoir ces infos-là, mais de pouvoir cibler sur les territoires où est-ce que certains ou certaines font potentiellement de l'accompagnement sur les thématiques d'emploi ou autres. L'idée étant après d'avoir notamment le dispositif Portrait qui va pouvoir aussi permettre
de pouvoir, à l'échelle des EPCI, mieux identifier. Alors, autant il faut que les EPCI s'engagent dans le dispositif Portrea, mais l'idée de Portrea, c'est d'avoir une cartographie pour pouvoir, vous, avoir les coordonnées et les lieux par thématique d'ateliers ou d'intervention où il y a des accompagnements qui sont faits. Donc, voilà. Après, là, c'est une première rencontre. Cet après-midi, on va vous demander aussi de vous mettre au travail et d'échanger. Et le but derrière, c'est vraiment de pouvoir lancer une démarche de coopération qui corresponde aux besoins, à la fois à vos besoins à vous, donc d'ailleurs préparez-vous à être interrogé sur vos besoins cet après-midi, et en même temps aux besoins des professionnels de la médiation numérique. Voilà. On en reste là, je vous propose qu'on aille déjeuner. Bon appétit à vous.